Alors, c'est intéressant de parler de la crise de 73 ou de 78 avec les deux chocs pétroliers des années 70. Mais là, c'est pas la même chose parce qu'à l'époque, c'était juste une hausse des prix du pétrole qui était décidée par les pays producteurs de pétrole et l'OPEP, qui en avait marre de vendre son pétrole à des prix extrêmement bas. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de différent. Ça vient des sanctions qui ont été prises contre la Russie par l'Union européenne, qui a décidé de faire un embargo sur le charbon, sur le pétrole plus ou moins complet, et sur le gaz. Et finalement, Poutine a devancé les Européens sur le gaz. Donc c'est une volonté des Européens de se passer de un tiers de leur approvisionnement en énergie. Et là, c'est du jamais vu, la première fois dans l'histoire. Et on peut dire, et on va le voir ensemble, que c'est un suicide économique européen. C'est quand même quelque chose d'incroyable et d'irresponsable de faire ça. Alors, il y a deux types d'énergie qui sont touchés. Il y a le pétrole et le charbon, puisqu'on en importe beaucoup de Russie, à peu près 30% pour chaque produit. Mais le pétrole et le charbon sont facilement transportables, assez facilement transportables. Il y a des pétroliers sur toute la planète. Donc, on a réussi à redistribuer les prix, mais cependant, nos sanctions, qu'on devrait appeler des autosanctions, ont fait augmenter le prix du pétrole de 50% dans le monde entier, et ont fait doubler le prix du charbon dans le monde entier. Sur le gaz, c'est un autre problème, parce que le gaz, c'est un gaz, donc ça prend beaucoup de volume, c'est très difficile à transporter. On le transporte soit par des pipelines, ceux qu'on avait avec la Russie fournissaient 40% de l'Europe en gaz. Ou alors, on peut le faire avec des bateaux qui transportent du gaz liquéfié et des terminaux. Des méthaniers, quoi. Donc. Des méthaniers. Mais ces bateaux, en fait, ou ces pipelines, il faut 5 ans pour les construire. Donc, en fait, pendant 5 ans, on va manquer de gaz en Europe, puisqu'on n'arrive pas à récupérer autant de gaz qu'il nous faut, de substituer au gaz russe du gaz de l'étranger. Il va nous falloir 3 à 5 ans pour y arriver. Et alors, c'est là où on arrive sur la crise énergétique. Et avant de parler, on va dire, de la crise énergétique, en France, il y a un homme politique connu qui a dit on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et on avait des centrales nucléaires. Et on avait donc, dans les années 70, conçu un plan, on va dire, qui allait pour l'indépendance énergétique. Ce plan a vécu ces années glorieuses de 50 ans. Aujourd'hui, lors de la première mandature de Emmanuel Macron, il avait fermé une centrale comme Fessenheim. Est-ce qu'on s'est pas tiré une balle dans le pied Tout à fait, Xavier, vous avez raison. En fait, on avait Pompidou, quand il y a eu la première crise énergétique, Pompidou a demandé aux Français, et les Français lui ont fait confiance, ça c'est très important. Il a dit, je veux qu'on fasse des économies d'énergie, mais de l'autre côté, et il y en avait beaucoup à faire, et de l'autre côté, on lance un plan de centrale nucléaire. Pour l'autonomie, donc chasse au gaspillage et autonomie. Et autonomie. En 20 ans, en fait, vous vous rendez compte, grâce à l'État stratège, grâce à une vraie volonté gaulliste et une volonté politique, on arrive à construire, à remplacer toutes nos centrales charbon, fuel, qui produisaient de l'électricité par des centrales nucléaires. On a une énergie quasiment décarbonée et produite sur le sol français. Donc, un succès extraordinaire que nos hommes politiques d'aujourd'hui ne savent pas faire parce qu'ils font de la communication, ils font pas des choses réelles. Ils ne savent pas travailler dans le concret. Donc, il n'y a pas d'infrastructure de long terme, il n'y a pas de vision. Ça manque de vision. Ils savent pas faire. Et à l'inverse même, parce que je rebondis sur la première partie de la question, sur le nucléaire, en fait, c'est pas aujourd'hui que la production nucléaire baisse. Ça fait depuis 2005, j'ai regardé les chiffres, depuis 2005, la production nucléaire avait déjà baissé de 30% avant l'accident de cette année. Donc on a une décroissance lente. Pourquoi ? Parce que on ne sait pas entretenir les centrales, parce qu'on ne fait pas de plan à long terme, qu'on s'intéresse aux financiers, aux virtuels, et qu'on donne pas de l'argent à EDF. Au contraire, on lui ponctionne de l'argent, ce qui fait qu'il n'arrive plus à entretenir assez bien ses centrales. Ce plan énergétique qui avait été conçu pour nous rendre autonomes, aujourd'hui, donc, on va payer le prix, puisqu'on doit le payer non seulement à la pompe avec l'augmentation du prix du baril, on l'a vu en 2017 avec la crise des Gilets jaunes, on l'a vu récemment avec l'augmentation et l'envolée des prix, qui a fait que les pétroliers ont eux-mêmes réduit leurs marges, le gouvernement a dû donner des incitations. Qui ne sont pas malheureusement suffisantes, puisqu'aujourd'hui, on arrive à avoir des entreprises qui paient une facture électrique de 3 voire 4 fois, et un président qui dit aux entreprises ne renégociez pas ou n'acceptez pas tous les contrats de renégociation. Donc quelque part, on a un État hyper interventionniste qui n'a pas fait une planification et on se retrouve avec quand même un problème. Donc quel est le problème exactement de cette crise énergétique ? Alors le problème, et je vais répondre à tous les champs de cette question, le problème de notre crise énergétique, c'est le gaz. 20% de l'énergie en Europe, 20% de l'électricité en Europe. Comme 40% du gaz est russe, on va manquer au maximum de 8%
de toute l'énergie européenne et 8% de l'électricité européenne. Et on ne peut pas substituer à ça du gaz, du pétrole et du charbon. Hein, les centrales au gaz, elles ne vont pas tourner avec du charbon ni avec du pétrole, par exemple. Donc, on va avoir un manque une énergie très chère, puisqu'elle sera rare, et on aura même des pénuries d'énergie en Europe et d'électricité. Et en France, pour reprendre ce qu'on disait sur le nucléaire, la moitié des centrales nucléaires sont fermées aujourd'hui, par manque d'entretien, et puis un petit manque de chance pour une partie, mais surtout le manque d'entretien. On peut faire l'hypothèse que, allez, on va en ouvrir la moitié de cette moitié, donc 3/4 des centrales seront ouvertes. Donc beaucoup moins de centrales que d'habitude. Donc d'habitude, en hiver, on importe de l'électricité en France, on importe un peu d'électricité depuis qu'on en a fermé quelques-unes. Mais là, on va importer énormément d'électricité. Le problème, c'est que comme nos voisins européens n'ont plus d'électricité parce qu'ils n'ont pas assez de gaz, eh bien, la France ne pourra pas importer d'électricité. Donc, j'ai refait tous les calculs à partir des productions électriques et de la consommation électrique passée. Il est pratiquement certain qu'on aura des pénuries d'électricité longues, peut-être sur plusieurs jours en France, qui seront peut-être tournantes, mais on va avoir un grave problème cet hiver. C'est absolument certain, quoi, malheureusement. Donc, on aura à la fois une énergie chère et des pénuries. Et alors, il y a une autre chose, c'est que l'Union européenne nous a imposé, bon, déjà de détricoter EDF, ce qui donne le problème des centrales nucléaires, mais nous a imposé aussi le marché européen de l'électricité. Alors, sans rentrer dans les détails, parce que c'est d'une complexité bureaucratique absolument inouïe pour créer un marché. En fait, ce marché européen de l'électricité accélère de façon folle la hausse des prix qu'on avait déjà. Au lieu d'avoir des prix, par exemple, de l'électricité qui auraient dû augmenter de 20%, ils vont faire x2 à x6 chez les entreprises, parce qu'il y a des fournisseurs privés, parce qu'il y a des contrats différents, et même parce que les tarifs d'échange au niveau européen sont livrés à des instruments de spéculation et à des spéculateurs. Voilà pourquoi, en fait, on est dans cette crise, avec une crise de cette ampleur, puisqu'il y a des gens qui ont des contrats avec EDF qui sont plutôt bien servis, et tous ceux qu'on a encouragés à aller vers la concurrence privée, qui ne produit rien d'ailleurs, eh bien, eux peuvent avoir des prix qui font x2 à x10 pour certains fournisseurs. Juste pour revenir sur cette histoire du gaz, il me semble qu'en France, on a interdit l'exploration des gaz de schiste, alors qu'aux États-Unis, on l'a autorisé. Est-ce qu'on ne s'est pas tiré une autre balle dans le pied en faisant cette interdiction ? D'une certaine manière, oui. Alors, faire du gaz de schiste comme les Américains, c'est-à-dire en fracturant la roche avec des produits, de l'eau sous pression et des produits cancérigènes qui polluent les nappes phréatiques, je pense qu'on est d'accord que c'est logique qu'on l'ait interdit. Par contre, on aurait dû permettre la recherche de production de gaz de schiste par d'autres moyens qui sont non polluants. Parce qu'on sait que la nappe phréatique est en partie polluée aux États-Unis par ça. Donc, effectivement. Mais en fait, c'est une vision plus globale qui est ratée au niveau de l'écologie. C'est-à-dire qu'au niveau de l'écologie, ce qu'il faudrait faire, c'est faire des grands plans pour passer à des énergies propres, qui sont essentiellement du nucléaire et pourquoi pas du solaire et de l'éolien. Augmenter fortement nos capacités pour se passer de pétrole, de gaz et de charbon. C'est ce que j'explique dans mon bouquin « Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant ». Et puis, en même temps, donc on prépare tout ça et on prépare la baisse de la production de pétrole. Or, on a fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de préparer l'avenir avec toutes ces énergies nouvelles en masse, en fait, on a tué le futur en n'ayant pas aujourd'hui assez de pétrole, de charbon et de gaz. Parce qu'il y a un problème global de production et d'exploration de pétrole, c'est qu'en fait, on a incité la finance au niveau mondial, américain, européen et au niveau mondial, à ne plus financer la production de pétrole, de charbon et de gaz avant qu'on ait les nouvelles énergies. Donc on fait tout à l'envers. Le rôle d'un gouvernement, c'est quand même de planifier, de prévoir, d'anticiper, de manière à ce que les Français sous-traitent à leur gouvernement toute cette planification à moyen terme. Donc vous nous dites qu'aujourd'hui, on a fait tout à l'envers et les Français vont subir les conséquences. Quelles sont les conséquences directes ? Moi, je pense à tous les gens qui ont acheté une voiture électrique parce qu'ils ont eu une incitation à acheter une voiture électrique. Ils vont plus pouvoir se déplacer ? Bah oui, clairement. S'il y a des pénuries d'électricité cet hiver, eh bien, on va dire aux gens de moins tirer peut-être d'électricité sur la voiture électrique. Ils pourront pas recharger au moment où ils peuvent le recharger, où ils sont branchés sur une prise. Mais vous savez, Xavier, on l'a vu très vite, quand Macron dit « je veux plus de voitures électriques en 2018 et je ferme des capacités électriques, une centrale nucléaire comme Fessenheim qui fait 3% de la production électrique française », on voit qu'on est dans des plans qui n'ont aucun sens. D'un côté, on fait augmenter la demande, la consommation, de l'autre côté, on baisse la production. Donc on est chez des gens qui ne savent plus planifier et c'est catastrophique. Donc on se crée les conditions, les complications. Exactement. Au travers de ces décisions. Exactement.
Et on répète un vieux modèle où il y a une situation auquel on essaie de répondre par un problème politique, on prend une décision sans penser aux complications, et du coup, la solution qui est prise n'est pas opportune. Exactement. Mais il faut quand même voir que l'Union européenne pose beaucoup de problèmes, parce que, par exemple, EDF vend 20% de son électricité, 30% de tous ses coûts de revient. Vous êtes d'accord qu'il n'y a aucune entreprise qui peut survivre quand elle doit vendre 20% de sa production à ses concurrents à pas cher, en dessous de ses coûts de revient, donc en perdant de l'argent. Et c'est ce qu'a fait subir l'Union européenne par EDF. C'est Sarkozy qui avait mis en place l'Arenh sur demande de la Commission européenne. C'est juste un exemple. Mais le tout marché européen, qui est un tout marché bureaucratique, est en train de faire effectivement une catastrophe avec quelque chose que personne n'arrive plus à démêler. D'ailleurs, l'Espagne et le Portugal, pour montrer cet exemple-là, l'Espagne et le Portugal ont pu demander, parce qu'ils sont peu connectés à l'Europe au niveau électrique, ils ont obtenu une dérogation d'1 an du marché européen de l'énergie. Et bien, comme par hasard, ils ont trouvé des petites solutions nationales intelligentes et en fait, ils ont un prix de l'électricité 3 fois moins cher que dans tout le reste de l'Europe. Voilà, parce qu'on est agile quand on est au niveau national, quand il faut se réunir et décider à 27 et avec une commission européenne, c'est plus du tout la même chose. On n'a plus cette agilité et les solutions ne vont pas pour tout le monde. On a vu le gouvernement dire qu'on allait devoir faire des économies d'énergie, baisser le chauffage. On a vu un ministre de l'économie qui mettait un col roulé comme étant une solution à une crise qui est quand même un peu plus compliquée que tout ça. Quelles sont les vraies conséquences pour les Français auxquelles ça tend? Donc j'ai entendu pénurie, rationnement. C'est pas très encourageant tout ça. Quelles sont les conséquences sur les coûts d'autres matières premières, des produits de première nécessité, par exemple? Alors déjà, les conséquences, c'est sur le prix de l'énergie qui va augmenter, même si pour le moment, la France, c'est l'État qui fait. Alors déjà, en France, les prix de l'énergie augmentent moins qu'en Europe, pour deux raisons. Parce qu'on a un approvisionnement qui est plus large et donc plus prudent. On importe très peu de gaz russe, par exemple. Et on a le nucléaire, en plus, qui ne dépend pas du prix du gaz russe. Ça, c'est la première chose. Et puis, parce que l'État a pris à son compte une partie de la hausse, en tout cas, la hausse des prix pour les ménages. L'État, les Français, en fait. On va dire, l'État, pour notre compte, prend... Voilà, les contribuables. Mais la facture française est beaucoup moins chère grâce à toutes les structures passées, comme le nucléaire et comme un approvisionnement intelligent et diversifié, très clairement. On peut chiffrer ça à peu près, ce bouclier, enfin, ce coût disons que le coût de l'énergie en France devait augmenter que de 20%, quand en Allemagne, les prix devaient augmenter. Peut-être vraiment, les prix de l'électricité représentent la réalité. Alors qu'en France, si on n'avait pas le marché européen de l'électricité, la hausse de la facture de gaz, même un gaz très cher, etc., ça fait même pas 20% d'augmentation du prix de l'électricité. Alors qu'en Allemagne, c'est un doublement, un triplement qui est dans les prix de revient des gens, quoi. Donc, en consommation, ça coûte un peu plus cher aux Français, mais alors pour les Britanniques, ça a été des doublements de factures, triplement des factures pour les ménages. Et là, ils sont en train de dépenser des dizaines de milliards d'euros pour mettre un bouclier tarifaire. Sauf que le bouclier tarifaire énergétique anglais, c'est 3 000 euros par ménage pour le gaz et l'électricité. Alors qu'en France, les prix sont beaucoup plus bas. Pareil en Allemagne. Donc ça va coûter combien à peu près par ménage Par ménage, généralement, la consommation d'énergie en France, c'est 1 mois et demi, 2 mois par ménage français du revenu moyen. Donc c'est pour ça que ça touche très fortement. On va avoir une augmentation d'à peu près 10%. En fait, 20% de l'électricité, 20% du reste, allez, autour de 20% en France. Mais beaucoup plus élevé dans les autres pays européens. Entre 500 et 1000 euros d'augmentation, c'est un peu l'ordre de grandeur. C'est quelque chose comme ça. C'est l'ordre de grandeur qu'on a. L'État ayant pris à sa charge une partie du problème. Il n'a pas pris le problème des entreprises. Donc les ménages, le particulier est touché par ça, mais va être touché dans son emploi, puisqu'on a des entreprises qui ferment, des entreprises énergivores françaises, comme les verriers Arc, Duralex, c'est des centaines d'emplois à chaque fois. Ascométal, le métal, des fonderies d'aluminium, de zinc. Il y a la moitié des fonderies européennes qui sont en train de fermer. Donc on a des vrais problèmes pour les entreprises. On a même des délocalisations d'entreprises vers les États-Unis. Et le Wall Street Journal en parlait hier, je crois, de ce mouvement de délocalisation, parce que l'énergie va être chère cet hiver. Macron dit il faut passer l'hiver. Il vient de dire ça aujourd'hui. Il faut passer l'hiver, mais les 4 à 5 hivers suivants. L'énergie va être chère pendant longtemps. Oui, parce que vous nous avez dit qu'on n'aura pas du gaz américain avant 4 ou 5 ans, puisqu'il faut conduire. On en a, mais on va l'avoir doucement, quoi. En fait, on va en avoir doucement parce qu'il faut le produire les bateaux, produire les terminaux méthaniers. Donc, ça va être très long à avoir cette substitution. On aura une énergie plus chère avec des délocalisations en Europe. Donc, ce dont il s'agit, c'est destruction de votre niveau de vie par les factures de chauffage, par les factures d'énergie globalement, mais destruction difficile de votre niveau de vie par la destruction des entreprises européennes et des entreprises françaises. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement grave.
Sans compter que la pénurie, c'est-à-dire des coupures, là c'est le chaos économique. Parce que, allons sur le concret. S'il n'y a pas d'électricité à un endroit, déjà, il n'y aura plus de téléphone mobile. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement. A priori, ils ne savent pas découpler le réseau mobile du réseau électrique par rapport aux autres productions. Donc, il n'y aura pas de téléphone mobile. Donc, les gens ne pourront pas travailler, ne pourront plus s'appeler. Plus de télétravail, on va dire déjà. Plus de télétravail. Ça veut dire pas d'Internet, donc pas de télétravail non plus. Pas de service Internet, nous en servons toujours. Donc, vous voyez, le chaos, pareil, toutes les industries alimentaires, les gens chez eux, ça veut dire que le congélateur va se décongeler, ils vont perdre des quantités de nourriture incroyables. Donc voilà, en fait, on voit certains effets, mais je pense qu'il y a des effets de bord et des effets par ricochet qui peuvent être franchement très, très embêtants de ces pénuries d'électricité. Vous avez écrit un livre sur comment réaliser la transition écologique. Est-ce que toute cette crise, un défi passionnant, donc ici on est en train de parler de beaucoup de problèmes, est-ce qu'il y a quand même des éléments positifs dans cette crise? Aucun. C'est-à-dire que l'écologie, c'est pas retourner au Moyen-Âge. Parce que c'est ce qu'est en train de nous dire le gouvernement. Super, on va détruire de l'industrie, on va détruire votre consommation d'énergie, donc votre capacité de vous chauffer. Il y a même des hôpitaux qui sont à 15 degrés en ce moment et des écoles à 15 degrés. Et on vous dit, bah, c'est un progrès. Non, c'est pas un progrès. L'écologie, c'est pas retourner au Moyen-Âge. C'est produire de l'énergie propre, ce que j'explique dans ce bouquin, en masse. J'ai fait mon premier bouquin dessus en 2013. Je disais qu'il fallait produire en masse de l'électricité nucléaire ou des énergies renouvelables, utiliser cette électricité et l'hydrogène pour se passer d'énergie fossile dont on allait manquer à l'avenir à cause d'un certain manque de ressources pétrolières. Donc c'est ça l'écologie. Et c'est avoir des produits durables, des produits réparables, et il y a des méthodes pour cela. Et donc, plutôt que de la pacotille chinoise ou de la pacotille, voilà, des produits pas chers et qui durent pas longtemps et qu'on jette, quoi. Voilà. Donc, on se prend exactement le problème à l'envers. Donc, je ne vois cette sobriété et prétendue sobriété énergétique qui est écologique, non. C'est juste un retour, une forme de tiers-mondisation de l'économie française qui entraînera des problèmes écologiques. Une paupérisation de la population, puisque quelque part, ça va coûter plus cher. Donc, vous me dites que je vais devoir payer ma facture d'électricité 500 à 1000 euros de plus. Ça va me coûter plus cher pour me déplacer. Je vais peut-être ne plus pouvoir communiquer. Maintenant, il faut aussi que je mange. Donc, quid du coût des aliments? Les coûts des aliments, c'est une des choses qui progresse le plus. Si je ne me trompe pas, en France, on est à plus de 10% par an, alors que l'inflation est à 6%. Il faut savoir que l'inflation dans les autres pays européens est plutôt autour de 10%, elle est plus élevée, et les prix alimentaires augmentent encore plus vite. En Hollande, on est à 17% d'inflation sur le prix moyen, et on est à plus de 20% sur l'alimentation. Donc c'est vrai que c'est extrêmement gênant, parce que les ménages, effectivement, qui sont les plus pauvres, les plus démunis, la facture énergétique coûte très cher, la facture alimentaire, c'est une grosse part, ça peut être 50%, 40-50% d'un budget du ménage. Entre ça et l'immobilier, il ne reste absolument plus rien, c'est eux qui vont être le plus touchés. Et alors, on a un dernier problème, on a le problème de la crise alimentaire qui vient, parce que comme le gaz est très très cher, hors de prix, le gaz a fait x15 en Europe, alors qu'il a fait que x2 aux États-Unis, parce que les États-Unis ne sont pas coupés du gaz russe comme nous. Le gaz a été multiplié par 15, qu'on n'avait jamais vu. Et donc, le prix des engrais est tellement élevé à la production en Europe, le prix de revient, qu'en fait, les producteurs d'engrais ferment une à une les usines en Europe, tout simplement. Le premier producteur a fermé 2/3 de ses capacités. Ce qui veut dire qu'on ne produit pratiquement plus d'engrais en Europe. On en a besoin pour avoir des rendements. Et en plus, on n'en importe plus de Russie, puisqu'on a décidé d'en importer le minimum de Russie, voire de faire un embargo. Donc, on va se retrouver avec un manque d'engrais. Qui dit manque d'engrais, manque de production agricole. Pour l'année prochaine, manque de production agricole, eh bien, Augmentation des prix. Augmentation des prix, mais les gens auront faim aussi. Potentiellement, les gens auront faim. Ou alors, si c'est pas nous qui avons faim, c'est nous qui allons acheter de la nourriture au tiers-monde plus cher parce qu'on a plus de moyens, et c'est le pays du tiers-monde qui auront faim. Un dernier effet qu'on n'avait pas imaginé, il y a quelques jours, est sorti un problème sur les serres agricoles qui sont chauffées au gaz et qui elles-mêmes ne peuvent plus produire des légumes à des prix cohérents, logiques, où les gens iraient les acheter. Donc les serres agricoles sont aussi en train d'avoir des problèmes de faillite, et il y a beaucoup de légumes qui sont produits dans ces serres. Donc vraiment, on a des gouvernements complètement irresponsables. Ils devraient se poser la question, parce que s'il y a une crise alimentaire, une crise de la faim, c'est extrêmement grave. Il faut prendre ce sujet à bras-le-corps et réfléchir comment on importe les engrais, très clairement.